Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du Media Lab. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission particulière. Aujourd'hui, on fait honneur aux femmes. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, nos journalistes vous ont préparé un programme spécial. Nous reviendrons sur les origines de cette journée. Nous vous parlerons de ces femmes qui ont marqué l'histoire, de celles qui sont influentes et de celles qui le sont moins. C'est évidemment l'occasion de dresser le bilan entre les inégalités hommes-femmes, le point dans l'émission. On fera également un petit retour sur les publicités les plus sexistes. On vous parlera de culture, de musique et des sorties cinéma. L'émission spéciale Journée de la femme, c'est tout de suite. Bonjour Yousra. Bonjour. Alors Anaïs, on commence par toi. Alors le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Pourquoi cette date et d'où ça vient? Alors celui qui a choisi cette date à l'origine, c'est Lénine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 8 mars commence en fait le 23 février 1917. Donc on passe du 23 février au 8 mars? Ouais, alors c'est une histoire de calendrier un peu longue à expliquer, mais en gros, en résumé, le 23 février 1917 en Russie correspond au 8 mars 1917 en France. Et ce jour-là, c'est le début de la révolution russe. Les femmes vont dans les rues et manifestent pacifiquement pour du pain et la paix et le retour de leurs hommes du front. Ensuite, 4 jours plus tard, comme on le sait, le tsar abdique et le droit de vote des femmes est attribué par le gouvernement provisoire. Ah, donc si tôt, hein. Ouais, si tôt, alors qu'en France, il faut quand même attendre 1945. Mais Lénine dans tout ça? Alors, Lénine, il revient 4 ans plus tard et c'est lui qui décrète la Journée internationale des femmes le 8 mars 1921. On ne parle pas du droit des femmes avant? Si, on en parle avant. Par exemple, en 1903, il y a les suffragettes en Angleterre qui manifestent assez violemment et qui revendiquent les droits des femmes. Ensuite, en 1909, on a par exemple un grand rassemblement aux États-Unis organisé par le Parti socialiste. Puis en 1910, il y a Clara Zetkin, une figure du féminisme, qui propose d'instaurer une journée internationale des femmes. Mais pour ce qui concerne la date, c'est la date russe qui a été sélectionnée. Et donc en France, qu'est-ce qu'on en dit de la journée des femmes? Alors en France, il y a une espèce de rumeur qui court et qui dit que l'origine serait en 1857 lors d'une manifestation des ouvrières textiles aux États-Unis. Sauf que selon certains experts, en fait, cette manifestation n'a jamais eu lieu. Ça n'existe pas. Donc une hypothèse raconte que Madeleine Colin, une secrétaire de la CGT, aurait inventé cette histoire pour mettre en avant la lutte des femmes travailleuses et se départir de l'influence du Parti communiste français. Ensuite, il faut attendre 1977, donc quand même pas mal de temps après, pour que l'ONU reconnaisse cette journée, et encore plus pour la France, puisque c'est le 8 mars 1982 que Mitterrand reconnaît la journée officielle. La France toujours un petit peu à la traîne sur ce dossier. Bah, écoute, merci Anaïs pour ce petit historique, on comprend mieux. Alors pour cette journée des droits de la femme, faisons un saut à l'international avec Paola. Quels sont nos deux grands perdants en matière des droits de la femme? Donc l'Arabie Saoudite et l'Iran sont nos deux grands perdants. Donc pour commencer, l'Arabie Saoudite consterne par l'absence de droits pour les femmes, et notamment pour les femmes célibataires. Aucune mesure dans la Constitution ne réprime les violences conjugales, quelles qu'elles soient, violences physiques, sexuelles ou émotionnelles. La loi ne permet pas à deux personnes non mariées de sortir ensemble. Cependant, faux bon point pour l'Arabie Saoudite, elle permet aux femmes mariées de ne pas obéir à leur mari. Dans une tribune accordée par Libération à Maïla Jaouen, une Française en déplacement à Dammam, elle s'exprime: être femme dans ce pays, c'est vivre dans une angoisse permanente. Elle doit manger seule, les hommes évitent absolument son regard, le port de la baya, malgré les 40 degrés ambiants, est obligatoire. Le port du voile, lui, ne l'est pas dans la loi, et pourtant la police religieuse du pays, très sévère, fait clairement comprendre aux femmes qu'il faut se couvrir la tête. Dans ce pays, les dromadaires sont plus libres que les femmes, ils circulent librement, eux, dit-elle, puisqu'en effet, en Arabie Saoudite, pour cette femme seule, il est interdit de sortir, de se promener, de faire ses courses, d'aller au restaurant et bien évidemment de conduire. En Iran, la situation est à peu près aussi affligeante. Il est supposé que la Constitution garantit une égalité entre les hommes et les femmes devant la justice, mais la loi requiert que les femmes mariées obéissent à leur mari. Et de toute façon, les Iraniennes ne sont pas aussi citoyennes que les Iraniens. Il n'existe pas non plus de mesures réprimant le harcèlement sous toutes ses formes. Malgré l'absence des lois réprimant la violence conjugale, il existe une cour timide, spécialisée dans ces affaires. Pire que l'Arabie Saoudite en ce qui concerne l'IVG, la solution de l'avortement est encore moins envisageable en Iran, puisqu'elle n'est strictement permise que dans les cas où la vie de la mère serait, mais alors vraiment,
vraiment en danger. À part cela, en Iran, la musique occidentale est strictement interdite. Pour se trémousser sur Happy de Pharrell, ça sera 6 mois de prison et 91 coups de fouet. Il est également interdit d'enlever son voile, de regarder la Coupe du Monde en couple, d'avoir un chien et même un comportement occidental condamnable. Et aux dames des dames, se faire la bise. En Iran, tout contact physique entre un homme et une femme qui ne sont pas de la même famille est strictement interdit. Les médias ont relayé à plusieurs reprises des attaques à l'acide envers des femmes au volant de voitures, les vitres baissées. Des motards arrivent à hauteur de ces voitures et jettent au visage de ces femmes de l'acide qui les défigure à vie. Bien que les autorités religieuses condamnent ces attaques, cela prouve à quel point la société iranienne est sévère envers ces femmes. La cause de ces attaques d'une méchanceté inouïe, un voile mal porté qui découvre un peu trop à leur goût la nuque et les cheveux. Au moins les Iraniennes, elles, peuvent conduire. Merci Paola pour ta chronique. Alors pour bien comprendre que la position des femmes n'a pas toujours été simple, on va parler avec toi Olivier des femmes qui ont marqué l'histoire. Oui, on va parler... Bon, il y a plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire quand même. Par exemple, Isabelle la catholique, on a Madame de Pompadour, Madame de Maintenon, mais j'ai dû faire un choix parmi toutes ces femmes et j'ai pris comme exemple, premier exemple, Aliénor d'Aquitaine. Alors, Aliénor d'Aquitaine est née entre 1122 et 1124, on ne sait pas très bien. Donc, elle devient d'ailleurs l'héritière et elle devient duchesse d'Aquitaine en 1137, alors d'un grand-duché, allant de la Loire aux Pyrénées. Alors, elle se marie avec le roi de France Louis VII, en 1137, mais qu'au final, pour des raisons d'infidélité, dont le roi soupçonne, va la répudier en 1152. Ce sera quand même une grossière erreur pour le roi, puisque ce grand-duché va être réuni avec le duc d'Anjou, qui va devenir roi d'Angleterre, Henri II, qui deviendra roi d'Angleterre en 1154. Donc un royaume d'Angleterre recouvrant quasiment maintenant la moitié des terres ouest du royaume de France. Alors bien sûr, Aliénor d'Aquitaine, donc au cours de son règne, donc, va donner des enfants à Henri II, mais à la moitié de ce règne, elle va soutenir aussi ses fils contre leur père dans leur révolte. Et à sa mort, donc à la mort d'Henri II, elle va commencer à se retirer de la vie publique, même si elle va parfois réapparaître pour soutenir ses fils, et va mourir en 1204. Alors, ensuite, parlons d'une autre figure, alors Marie Curie, alors née Skłodowska en Pologne en 1867, puisque Marie Curie est polonaise. Alors, elle va effectuer des études supérieures, au moins secondaire, mais pour accéder aux études supérieures en Pologne, elle ne peut pas. Il faut qu'elle parte. Donc, elle décide de partir à Paris parce que sa sœur a aussi rejoint Paris pour faire des études de médecine. Et là, donc, elle rentre à la faculté des sciences, puis 3 ans plus tard, elle rentre dans un laboratoire et continue sa thèse. C'est là où elle va rencontrer son mari, Antoine Curie, et ils se marient en 1895. Et donc, elle va découvrir avec lui donc, les principes de la radioactivité qui sont déjà mis en avant par Henri Becquerel, dont elle va recevoir avec lui un prix Nobel de physique en 1903. Mais bon, elle va aussi découvrir un élément radioactif, le radium. Alors, bien entendu, après son obtention de son prix Nobel de physique, son couple va devenir célèbre. Et malheureusement, son mari va décéder accidentellement en 1906. Et c'est alors que Marie Curie va récupérer sa chaire d'enseignant à l'université, ce qui en fait la première femme à enseigner à l'université en France. Alors, malheureusement, le fait d'avoir aussi continué ses études sur la radioactivité, ça va quand même lui entraîner des maladies, des problèmes de soucis de santé, dont elle se doute que c'est ses études qui ont fait ça. Et donc, elle décède en 1934. Alors, pour terminer, on va quand même parler d'une figure connue en France, qui est toujours vivante parmi nous, qui est quand même Simone Veil, qui est née en 1927 à Nice. Alors, elle est déportée lors de la Seconde Guerre mondiale à cause de ses origines juives. Alors, elle va être rescapée des camps et va continuer donc des études supérieures pour devenir avocate. Et c'est lors de ces études qu'elle va rencontrer son mari Antoine Veil. Alors, elle devient officiellement avocate en 1956, mais elle va finalement rentrer en politique dans les années 70. Alors, en soutenant d'abord Jacques Chaban-Delmas, puis c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va lui proposer un poste comme ministre de la Santé en 1974. Et elle va commencer à devenir célèbre grâce à la loi sur l'IVG, donc à propos de la dépénalisation de l'avortement, qui sera adoptée en janvier 1975, qui va lui donner une stature importante.
Et dès lors, donc, Simone Veil va continuer sa carrière politique. D'ailleurs, elle va devenir la première présidente élue du Parlement européen, suite aux premières élections européennes de l'époque, en 1979. Elle restera au moins jusqu'en 1982. Alors bien sûr, elle reste députée et revient au gouvernement d'Édouard Balladur de 93 à 95. Et après, elle deviendra membre du Conseil constitutionnel à partir de 98 jusqu'en 2007, où là, elle décide de se remettre en retrait de la vie politique. Mais d'ailleurs, bon, elle faisait encore des apparitions publiques ces derniers temps, mais la mort de son mari en 2013 fait qu'aujourd'hui, on risque de ne plus trop la voir sur la place publique selon ses enfants. Voilà ce que je pouvais en dire un peu sur toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire. Voilà. Ah, merci pour ta chronique qui est riche. Un peu de légèreté à présent avec Louis. Alors avec toi, on va revenir sur les publicités qui sont pas mal sexistes. Avec Charlotte, on va te faire un petit truc assez drôle. On va essayer de te faire rigoler. Donc ce sera un petit jeu de toi, entre toi et moi. Tout simplement, je vais te montrer des extraits vidéo. Il y aura 3 extraits à chaque fois. Et en fait, dans chacun de ces extraits, la femme est mise en scène, donc elle a différents rôles. Ça peut être la femme objet, la femme fatale éventuellement. Et en fait, dans ces 3 mini-scènes, mini-clips, il y a une histoire de nourriture, la femme qui fait de la pub pour la nourriture. Ensuite, il y a l'image de la femme qui fait de la pub pour du Perrier, et enfin pour de la bière. Donc à toi, en fonction des extraits, tu devras me dire, on coupera juste avant le logo officiel, tu devras me dire lequel, voilà. Et enfin, deuxième question, qui n'est pas forcément plus compliquée non plus, tu devras me dire, suite à ce visionnage, si selon toi, tu penses que ces publicités ont été censurées pour la diffusion télé ou web. Très bien. Voilà. Donc on commence avec le premier, si c'est possible. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy. Nothing between... Alors, je sais pas ce que t'en as pensé, mais à ton avis, alors, c'est pour quelle pub? Ça rentre dans quelle case? De la nourriture, de la bière ou du Perrier? Je pense que c'est de la nourriture. Ouais. Et ensuite, deuxième question, est-ce que selon toi, ça a été censuré ou pas? Non, je pense pas, parce qu'on voit pas trop ces parties intimes. Eh ben, si c'était... En fait, c'est une pub réalisée dans le cadre du Super Bowl 2015, qui a eu lieu il y a quelques semaines à peine. Et donc, c'était une pub qui a été censurée directement avant directement publication. Donc, on va passer à un deuxième extrait maintenant. Donc, il te reste plus que 2 choix, entre 2 boissons. Moc to teda nehřeje. To je hrozný tady. To si fakt nemohl vybrat lepší místo. Hlavně, že máš klid na ten svůj sport. Chtěl to kouše, co jsi to vzal za deku a můžeš přestat číst, když s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červenci? V ideálním světě můžete ženu vypustit. A proč jsme vlastně nejeli v červenci? Alors, pour celle-ci, il sera, selon toi, de la bière ou du Sprite? Pardon, ou du Perrier? Alors, je sais pas du tout, mais bon, on va dire de la bière. La bière, eh ben, on regarde la réponse. On va regarder un petit peu. Si ça veut bien. V ideálním světě můžete ženu vypustit. Cette pub check. Eh oui, c'est de la bière. Donc là, du coup, tu as déjà une bonne réponse. On termine ce mini-quiz avec le dernier extrait qui là, pourra peut-être te surprendre. Alors, selon toi, en même temps, il te reste plus qu'un seul choix. Oui, c'est pour Perrier. Ouais. Et alors, est-ce que selon toi, ces débuts, est-ce que tu penses qu'il y a censure ou pas derrière? Je vais dire oui. Ouais, c'est bien ça. On regarde la réponse alors.
Ouais, ça aurait un peu osé, hein, Bon, Louis. 2 réponses sur 3, c'est déjà pas mal. Yousra, tu t'en tires pas trop mal pour ces clichés de la femme à travers la publicité. Bon, merci à Louis pour la parole à Charlotte. Merci pour ta rubrique. Alors, on entend souvent dire que les femmes gagnent moins que les hommes. Mythe ou réalité? Quelques éléments de réponse avec toi, Charlotte. Oui, alors c'est un sujet beaucoup plus sérieux que ce qu'on a pu voir maintenant. Désolé. Et on commence tout de suite par un chiffre, Yousra, 447. Donc 447 €, c'est la somme supplémentaire qu'empoche un homme chaque mois par rapport à une femme. Ce chiffre montre que les inégalités en France entre hommes et femmes persistent. Donc en France, dans le monde, 66% des femmes travaillent aujourd'hui, contre 59% en 90. Mais lorsqu'on compare le salaire moyen avec celui des hommes, un écart de 24% persiste entre hommes et femmes selon l'INSEE. Cette inégalité se répercute sur le montant de la retraite, inférieur à 31% par rapport à celle des hommes. Oui, en plus des inégalités de salaire et des discriminations qui sont liées à leurs conditions de femmes, qui sont monnaie courante. Oui, effectivement, leur vie privée interfère souvent avec leur vie professionnelle. Par exemple, entre 30 et 35 ans, 18% des femmes sont inactives, contre seulement 4% des hommes. Donc ça montre bien que ce sont les femmes qui quittent leur travail au profit de leur vie de famille, et ce ne sont pas les hommes qui quittent leur travail pour s'occuper des enfants. Et les femmes occupent en plus des postes moins rémunérateurs que les hommes. Elles ne représentent que 39% des emplois de cadre. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes sont rares et les salaires inégaux. Chez les cadres, par exemple, une femme sera payée environ 21% de moins qu'un homme. Donc je vous ai un peu abreuvé de chiffres, mais ils sont parlants et ils sont alarmants. Les femmes gagnent toujours 20% de moins que les hommes. Et comment on peut expliquer une telle inégalité? Alors une des explications, autre historique, bien sûr, pourrait venir du plafond de verre. Donc c'est une expression qui est apparue aux États-Unis dans les années 70. Donc c'est une métaphore parlante. En fait, il y a un plafond qui empêcherait, une barrière invisible qui empêcherait les femmes d'accéder à des postes importants, à forte responsabilité. Et en France, on constate encore actuellement que la promotion professionnelle des femmes est effectivement inférieure à celle des hommes, et ça dans toutes les catégories sociales. Donc la question est pourquoi, à compétences égales et à diplôme égal, les femmes ont plus de difficultés à trouver des postes aussi importants que les hommes. Donc, en ce qui concerne les entreprises, en France, les chefs de moyennes et grandes entreprises sont à 93% des hommes. Début 2008, on comptait seulement 7,64% des femmes dans les conseils d'administration des sociétés du CAC 40. Mais bon, là, il y a quand même de gros progrès qui ont été réalisés. Elles sont aujourd'hui 30%. Et dans le domaine politique, il n'est pas épargné non plus par ce phénomène. Donc, la représentation des femmes progresse lentement. On ne compte encore que 27% des femmes à l'Assemblée et 25% au Sénat. Et pour ce qui est de la politique locale, la parité n'est pas encore atteinte. Depuis les élections municipales de 2014, alors une femme est présidente d'un conseil régional, 6 sont maires d'une ville de plus de 100 000 habitants et seuls 16% des maires sont des femmes. Et à échelle européenne, c'est pareil. Dans aucune banque centrale des pays membres de l'Union européenne, il y a une femme à la tête de cette banque. C'est étonnant, parce que dans le cadre des élections présidentielles, à chaque fois, on demande la parité au niveau de la composition des membres. Et là, on peut s'apercevoir que même au Sénat ou à l'Assemblée, il ne reste que 25% toujours de femmes. Donc bon, c'est un discours un peu bizarre. Et moi, j'avais une petite question pour ça. On sait que les hommes sont payés plus, mais du coup, les femmes, est-ce que toi, en tant que petite femme, tu penses être payée moins que les grandes? Ça, c'est pas gentil, Louis. Oui, c'est pas... Excuse-moi. On reste dans les pubs un peu sexistes, peut-être. Oui, je m'arrête là. Non, mais alors, ce plafond de verre, il ne tient pas sur des préjugés sexistes? Alors, en fait, les explications sont à la fois nombreuses et hétérogènes. La discrimination et le harcèlement sont des faits, certes, que connaissent les femmes, mais c'est aussi surtout à cause des stéréotypes. L'ambition et la compétitivité valorisées dans les carrières sont apparemment des qualités d'hommes. Et certains chefs d'entreprise ne veulent pas embaucher des femmes par peur qu'elles quittent leur emploi pour une grossesse ou pour s'occuper de leur enfant. Et donc, est-ce que les choses, elles sont figées ou il y a quand même des évolutions? Bien, il y a quand même du positif. Le 20 novembre 2014, le Parlement européen a voté la proposition de directive de la Commission qui institue des quotas féminins dans les sociétés cotées en bourse. Ouais, très bien. Mais donc, malgré cet état des lieux, certaines femmes réussissent à briser ce plafond de verre et figurent parmi les personnalités les plus influentes. Oui, alors je vous ai préparé un petit top 5, vous pourrez voir le portrait normalement en même temps. Donc il y a Angela Merkel, la chancelière allemande, Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale des États-Unis, Melinda Gates, épouse de Bill Gates et coprésidente de la fondation Bill et Melinda Gates, Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, et Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international depuis 2014.
Mais la puissance n'est pas synonyme de richesse, puisque c'est Liliane Bettencourt qui est la femme la plus riche du monde. L'héritière de L'Oréal est à la tête d'une fortune de plus de 40 milliards de dollars. Merci Charlotte. Donc après les femmes les plus influentes, on revient avec toi Louis. Peut-être pouvoir faire ma chronique. On va parler de musique et de cinéma. Donc on va reprendre comme si de rien n'était, Yousra. Si je te dis Padmé, justement, Mathilda ou encore Grace. Nathalie Portman. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une petite chronique sur cette belle américaine actrice dans Star Wars qui nous a fait rêver, dans Sex Friends, elle nous a même excités, et justement dans Black Swan, on en a même pleuré. Et dans ce clip justement déjanté, elle nous a dérangés. Here today with film star Natalie Portman. Hello. So, Natalie, what's a day in the life of Natalie Portman like? Do you really want to know? Please, tell us. I don't sleep, mother off that yak and that Durban, doing 120, getting hit while I'm swerving. Damn, Natalie, you a crazy chick. You shut the up and suck my I'm busting dudes bounce like gushers, mother roll up on NBC, inspect the... Alors donc là, à l'instant, c'était donc Nathalie Portman que nous a annoncé Louis. On est là. Et donc, deux fois, il nous l'a annoncé. Oui, 2 fois. Il nous l'a annoncé même 2 fois. Décidément, on a des petits soucis avec ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous l'avez vu, Nathalie Portman faisait du rap. On va parler de rap, de cinéma et de femmes, et notamment donc de rappeuses, puisqu'il y a une jeune rappeuse française, Yousra, qui s'appelle Pandore, et qui est une rappeuse d'Île-de-France qui a déjà sorti quelques projets musicaux. Et là, elle se voit offrir son premier rôle au cinéma, donc le rôle de Lénie, une jeune femme sauvage et solitaire des quartiers nord de Marseille. Alors, dans ce film, elle va rencontrer une jeune Congolaise sans papier qui s'appelle Max, et donc c'est le titre du film, Max et Lénie. Donc c'est une histoire d'amitié entre deux adolescentes à Marseille. Et dedans, eh bien, Pandore, qu'on connaît dans la musique en tant qu'artiste, et bien là, la fiction rejoint la réalité, puisqu'il se trouve que dans ce film aussi, elle rappe, elle exprime son quotidien, elle exprime les difficultés du quotidien par le rap. Et en fait, la jeune Congolaise Max va tomber amoureuse de la force, le charme de sa voix et surtout la force de ses mots. Donc voilà. Et donc, ce film, il est visible où? Alors ici, il est assez confidentiel encore. Hein. C'est le film, donc c'est un film de Fred Nicolas, qui est un jeune réalisateur. Donc c'est un film encore confidentiel en France. Il est dans un petit nombre de salles. Ici, à Lille, vous pourrez le voir au Métropole. Et il est plutôt confidentiel, mais il a tout de même attiré l'attention quand même de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui a décidé d'inviter Pandore et aussi sa camarade qui joue le rôle de Max dans le film. Et pour mettre un peu en lumière ce genre de films d'auteur, des films ambitieux. Léa Salamé et Émeric Caron ont bien sûr joué le rôle de critique, hein, comme d'habitude. Ils ont aimé? Alors, ils ont apprécié le jeu très naturel et brut de décoffrage de Pandore, qui finalement, comme c'est un petit peu un rôle qui lui colle vraiment à la peau, dans le sens où au quotidien elle est un peu comme ça. Du coup, elle n'avait pas forcément à appuyer beaucoup de traits, puisqu'elle est restée très naturelle. Dans son personnage, oui. Voilà, dans son personnage, et donc du coup ça a beaucoup plu à Émeric Caron et Léa Salamé. Ce qu'ils ont reproché en revanche, c'est peut-être le trop-plein de sujets qui sont traités, hein. On parle donc de beaucoup de choses, d'immigration avec cette jeune sans-papier, son ami Max, qui est une jeune Congolaise sans-papier, donc il y a cette question-là. Il y a une question des quartiers aussi, des quartiers nord de Marseille. Il y a la question du trafic de drogue, il y a une histoire de trafic. Donc on a plein de sujets qui sont traités. Donc c'est un film, un premier film ambitieux où on veut parler de tout, et où il aurait peut-être fallu à un moment recentrer sur... Il survole un peu les questions. Pardon? Il survole un peu. Voilà, il survole un petit peu les thèmes, beaucoup de thèmes. Mais donc du coup, on ne peut pas reprocher à un premier film comme ça d'être aussi ambitieux. On a envie de l'encourager. Donc il est disponible en salle depuis le 18 février, ici à Lille au Métropole et dans quelques salles de France. Et on va regarder tout de suite la bande-annonce. Ça parle de quoi? Ça parle de rien, la vie, les gens, la société.
T'as ça dans le sang, ça se voit. C'est un truc de ouf comment tu t'occupes de tes frères. Je suis bien obligée. Puis de toute façon, j'aime bien m'occuper des gens. En plus, maintenant, tu m'as dans les pattes. J'ai pas le bras long, pas de pote au ballon. Je suis banal comme un tas d'hommes et de femmes qui marchent à l'ombre. Une petite vie rythmée par le stress. On a un business à tenir, t'es taré? Je suis libre, je te dois rien, alors arrête de me mettre la pression. T'es ma petite sœur, on habite ensemble, je te le rappelle. Ça change quoi? Bah t'as raison, j'ai qu'à te laisser crever. Rosette, s'il vous plaît, prends le numéro de sac. On a rien fait. C'est pas possible, sa vie elle est ici. Elle va faire quoi là-bas? T'as qu'à pas la foutre dans cette merde. S'il vous plaît, Jekyll. T'inquiète, ça devait arriver. Sur la France, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Et moi? T'as pas besoin de moi? C'est marrant parce que le profil de l'actrice me rappelle un peu Joey Starr qui a commencé en rap, enfin qui a commencé dans la danse je crois. Après il a fait du hip-hop et après directement il passait, il est devenu acteur donc c'est vraiment... ouais c'est vrai. Alors après elle est très jeune, hein, Pandore, elle est très jeune, elle a même pas 25 ans, elle doit avoir 22 ans, 23 ans. Donc voilà, dire 10, enfin non même 15-20 ans de plus quoi. Ouais voilà, puis elle n'a pas une très grosse discographie mais je vous conseille hein, d'écouter aussi ses projets. Et d'ailleurs elle a signé la bande originale du film et elle a vraiment beaucoup de talent, on lui souhaite tout le meilleur. Oui, très bien, et donc ce film est visible au Métropole. Au Métropole à Lille. Alors toi Corentin, dans un autre genre, tu nous parles de femmes dans le heavy metal, un univers qui est quand même assez masculin. Ouais, non, c'est dans un genre plutôt différent, ouais. On croit souvent que c'est une affaire d'hommes le heavy metal, on voit des chevelus, des barbus, hein, je porte la barbe, c'est pas pour rien. Mais on croit vraiment que c'est une affaire d'hommes pour le coup, et c'est pas vrai. L'histoire du rock compte une série de femmes qui ont du talent. L'histoire du rock en général, donc, a commencé par Janis Joplin, Joan Baez, tu dois connaître ces noms, Paul aussi, j'imagine, c'est pas des noms qui sont inconnus au bataillon. Et Joan Jett qui a fait I Love Rock'n'Roll par exemple, on a tous connaissance de ce genre d'air qui est passé dans des pubs, etc. Et c'est des femmes qui sont toutes emblématiques de leur époque. C'est-à-dire que elles avaient un certain caractère, Joplin, Baez, elles ont été vraiment pas révolutionnaires, mais elles portaient un message, quoi. Elles ont marqué leur époque. Mais aujourd'hui, on s'étonne, alors que des femmes comme ça ont porté une idéologie. Aujourd'hui, on s'étonne de voir des femmes qui sont pas juste une devanture, qui montent pas juste leur corps pour vendre un produit musical, culturel ou quelque chose comme ça, quoi. Pourtant, ça existe dans le heavy metal. Il y a des groupes comme ça où des femmes talentueuses sont là pour autre chose que pour porter une image et faire la communication du groupe. Je pense à un mouvement de groupes qui ont versé dans le doom metal, le cult rock, bon, ça peut paraître très barbare. En gros, c'est une musique assez lente, plutôt rock que metal purement. C'est des groupes comme The Devil's Bloods, Jextot, et c'est plutôt orienté du côté blues. Alors je vais vous faire écouter Blues Pills, qu'on va découvrir tout de suite. Dans cet extrait, pardon, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non. C'est curieux parce que, Paul, peut-être Non. Alors, on voit pas du tout la chanteuse. Ah ouais, et c'est comme ça pendant tout le clip. Et je trouve ça quand même assez incroyable, à l'heure où des chanteuses comme Beyoncé, que vous aimez beaucoup, c'est pas forcément elles qui choisissent hein, leur clip, etc. C'est beaucoup de producteurs, beaucoup de communication autour de ça. À l'heure de clips comme ça, où même d'autres gens font vraiment exactement la même chose, à mettre les femmes en avant pour leur plastique, ou bon, pour leur voix évidemment, mais dans les vidéos... de leur corps, voilà. Eh bien, ce clip, pendant 4 minutes, on voit
aucune image de la chanteuse. Peut-être une seconde, et je sais même pas si c'est elle qu'on voit. D'accord. Donc c'est plutôt rare. C'est elle qui a voulu ne pas apparaître dans le clip. Bah, c'est comme ça, quoi. Le groupe a décidé de ne pas mettre forcément. Alors dans d'autres clips, elle apparaît, mais dans celui-là, non. On entend sa voix et c'est tout ce que. Et ça me plaît, ce genre de façon de faire. Et c'est vraiment très très rare, même dans le heavy metal. C'est vraiment très très rare. Et c'est le seul d'ailleurs que j'ai trouvé dans le genre. Pourtant, ça s'arrête pas là. Il y a aussi du traditionnel, du heavy metal à la sauce Iron Maiden, tout ça. Et tout ça chanté par des femmes. On va écouter Warlock, qui est un des groupes les plus cultes de cette époque-là. Qu'on soit bien d'accord, c'est kitsch. Oui, elle a une belle coupe de cheveux. La belle coupe de cheveux. Je me demande même si c'est une femme. Ouais, c'est une permanente, c'est du cuir, c'est vraiment très kitsch. C'est vraiment daté, hein, c'est un clip des années 80. Mais Doro, c'est le nom de la chanteuse, c'est vraiment la chanteuse heavy metal. Warlock, son groupe, c'est complètement légendaire, c'est cultissime. Pour faire pour te donner un ordre d'idée, le clip qu'on vient de voir, ça a 3 millions de vues sur YouTube. Pour te donner une idée, Ozzy Osbourne, quand on tape Ozzy Osbourne sur YouTube, la première vidéo qui sort, elle a 3 900 000 vues. Ouais, ce qui est vraiment comparable. Mais bon, à côté, il faut relativiser ça. Il n'y a pas beaucoup de chanteuses dans le heavy metal, il y en a quelques-unes, c'est vrai. Mais elles sont souvent mises en avant pour leur plastique, pour le fait que... elles ont une belle voix, c'est sûr, sinon elles ne chanteraient pas. Où elles savent manier un instrument. Il y a beaucoup de bassistes, beaucoup de guitaristes. Il y a même des groupes exclusivement composés de femmes. Mais on les met souvent en avant pour leur plastique. Et c'est quand même plutôt regrettable dans un mouvement qui se veut, entre guillemets, alternatif. Dans un mouvement comme ça qui est... au final, c'est peut-être pas du sexisme, mais c'est une volonté de plaire qui est forcément évidente dans des courants comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre le corps des femmes en avant plutôt que leur talent? On peut s'en passer, on vient de le voir. Hein. Alors merci les garçons pour vos chroniques. Merci à toi Yosra. Donc à présent, je vais accueillir Stéphanie qui va nous parler de sport. On va laisser la Salut Stéphanie. Salut Yosra. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des sports qui sont typiquement masculins mais qui tendent quand même à se féminiser. Oui, c'est ça. D'ailleurs, si je te dis foot américain, rugby, motocross, F1, ce qui te vient à l'esprit n'est pas forcément le mot femme, plutôt le mot homme même. Et pourtant, on assiste depuis quelques temps à une féminisation de ces sports qui n'est peut-être pas flagrante, je te l'accorde, mais aujourd'hui, il n'est plus très étonnant de voir des femmes s'entraîner sur des terrains de rugby ou de football. On est d'ailleurs allé à la rencontre de Céline et d'Anaïs, deux sœurs qui se sont mis il y a peu de temps au foot américain. Oui, par rapport à une page de journal, j'ai été avec ma sœur et ça m'a tout de suite plu. Donc j'aime bien l'esprit d'équipe et le contact, donc c'est super intéressant. J'ai un peu de mal à apprendre les règles, mais au bout d'un certain temps, on s'y fait. Mais c'est très bien, franchement, c'est un bon sport. Moi, ça fait 6 mois, je suis une petite nouvelle. Et je suis venue ici parce que ma sœur faisait du foot. Et le premier entraînement, j'ai pas trop accroché. Puis je me suis dit, je vais retenter une deuxième fois. Et ouais, j'ai adoré l'ambiance et je m'étais bien dépensée. Je suis rentrée chez moi le soir, j'ai dormi tout de suite. Et je me suis dit, voilà, c'est un sport qui est fait pour moi. Et si les femmes aujourd'hui prennent conscience de leur potentiel, il est toujours difficile de sortir des clichés. Aujourd'hui, dans le top 3 des sports les plus pratiqués par les femmes, il y a toujours la danse, la gym et l'équitation aussi. Mais les femmes n'hésitent plus à varier les différentes pratiques, elles n'hésitent plus à s'inscrire dans des clubs de foot ou des clubs de rugby. D'ailleurs, la FFF, la Fédération française de foot, décomptait l'année dernière 77 000 adhérentes, soit 19% de plus par rapport à 2013. Et le rugby aussi, le sport de contact par excellence, qui est synonyme aussi de bleu, de coups et d'homme viril.
avec 4000 adhérentes seulement en 2004. Et l'année dernière, on décomptait 13 000 adhérentes. Une hausse considérable qui s'explique peut-être par les valeurs que ce sport véhicule, par une certaine médiatisation aussi, et de par le fait que les femmes prennent conscience de leurs capacités physiques. Et voilà. Donc, on a rencontré Claire Delgerie, qui a été joueuse de rugby au Lille Métropole Rugby Club pendant 10 ans. Et elle nous a expliqué pourquoi elle avait choisi ce sport. Vous avez trouvé dans le rugby et pourquoi vous avez fait du rugby pendant autant de temps? Alors c'est un sport très physique, donc j'en avais besoin pour me défouler, mais c'est surtout un sport avec beaucoup de valeurs humaines, hein, de solidarité, d'abnégation, et c'est vraiment tout ça que j'aime beaucoup dans ce sport. Et aujourd'hui, quand vous entendez dire qu'un homme est peut-être plus logiquement rugbyman qu'une femme l'est, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on dit rugbyman et pas rugbywoman, même si on le dit de plus en plus. C'est un sport qui est très dévalorisé pour les femmes, parce que c'est vrai que dans la société, on dit beaucoup qu'une femme n'a pas à faire un sport aussi violent, avec autant de contacts. Après, je pense que c'est un sport avec énormément de valeurs, et ceux qui ont envie de jouer au rugby, qui s'y retrouvent, que ce soit dans le sport ou dans les valeurs, il faut qu'il y aille, qu'il soit homme ou femme. Et vous êtes déjà revenu avec de beaux coups? Avec pas mal de coups et plein de blessures. Donc avec des côtes fêlées, le péroné cassé, un hématome au foie, les doigts cassés, donc pas mal de choses. Si vous deviez inciter une jeune fille à faire du rugby, qu'est-ce que vous lui diriez? Que c'est un super sport, où c'est une équipe, mais bien plus, c'est un groupe de copines et une deuxième famille. Et le rugby féminin n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin, ou du moins le rugby féminin à 7, car il sera présent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, donc il va avoir un nouveau gros coup de projecteur sur ce sport, et ça va donner sûrement envie à d'autres femmes de rejoindre le clan fermé des rugby women. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas réellement de sport dont l'accès est interdit aux femmes. Il s'agit surtout en fait de différences biologiques qui font que comme les femmes ne sont pas forcément égaux devant l'effort physique et devant la puissance que demandent certaines disciplines. Et cela freine fortement l'accès de certains sports aux femmes, forcément. Mais il ne faut pas croire que toutes les restrictions concernent les femmes. Les hommes aussi, eux, souffrent d'un manque d'accès à certaines disciplines, dites-là trop féminines. Par exemple, la natation synchronisée ou la gymnastique rythmique au JO de Londres de 2012. Interdiction, c'est ça. Les hommes. Donc autant dire que les clichés dans le sport sont loin d'être dépassés, et des deux côtés au final. En parlant de clichés, tu as vu 50 nuances degrés. Oui. Donc ce phénomène, on n'a pas fini d'entendre. On n'a pas fini d'en entendre parler. Non, pas du tout, je pense. Et on est beaucoup d'ailleurs à avoir vu le film ou avoir lu le livre de cette histoire dite pour femmes. Et soit on adore, soit on déteste. En gros, l'histoire raconte celle d'une étudiante, Anastasia Steele, qui tombe sous le charme de Christian Grey. Celui-ci a des goûts un peu particuliers, qui sont le sadomasochisme. Le livre s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde, et le film, lui, a été vu par environ 1 700 000 personnes en France, 5 jours après sa sortie seulement. Aujourd'hui, le succès s'essouffle un petit peu, mais il y a autre chose qui est plus étonnant. C'est l'augmentation du chiffre de vente de sextoys. Le site eBay a par exemple vendu 623 menottes en moins de 15 jours, alors qu'en général, c'est le nombre de menottes qu'ils vendent sur un mois. D'autres sextoys se vendent bien, un peu plus étonnant, un peu plus gênant peut-être, les boules de geisha. Mais autre fait, les accidents domestiques qui se produisent après l'utilisation de ces accessoires. Alors mon petit conseil, mesdames, prudence, ce n'est qu'un film. Enfin, pour toutes celles qui veulent rester dans l'ambiance 50 nuances, la production a sorti toute une gamme de produits dérivés, bougies, préservatifs, maquillage, cravache et surtout la cravate de Christian, qui a été l'objet de plusieurs fantasmes. Au final, cette histoire, Yousra, a été un bon coup pour faire du business sur le dos des femmes. Ouais, ça a fait un coup de pub. Oui, tout à fait. Ce sextoy. Alors merci Stéphanie. Alors le 8 mars, c'est l'occasion de faire le point, de dresser le bilan, d'appeler à l'égalité homme-femme. Mais c'est aussi le moyen de célébrer la femme. Sur l'île, vous pouvez célébrer cette journée avec le Musée des Beaux-Arts qui propose une exposition dédiée aux femmes. Également l'Hospice Comtesse qui propose une exposition qui s'intitule Vie privée, vie publique au féminin. Et pour les plus sportifs d'entre nous, n'est-ce pas Stéphanie? Rendez-vous 13h30, place de l'Opéra, pour une marche
qui célèbre cette journée. C'est maintenant l'heure de nous quitter. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.